Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. C'est la philosophie de François Picard et Cécile Clocheret. Cette fois, ils traversent le Brésil à vélo. Sur 5000 km, ils débusquent des porteurs d'initiatives écologiques. Des pépites vertes qui donnent l'espoir d'un monde meilleur. Quittant l'Amazonie, ils parcourent l'arrière-pays jusqu'à Brasilia, la capitale futuriste. Ensuite, par l'ancienne route royale, ils souhaitent atteindre les plages de Rio de Janeiro. Des coups de pédale pour prouver que la Terre peut cesser de tourner à l'envers. Depuis que nous avons quitté le Grand Ouest brésilien, nous découvrons un pays plus bucolique, porté par la douceur de vivre. Après avoir pédalé 3000 km, nous ne sommes pas pressés de voir le périple s'achever. Nos corps sont rassasiés d'endorphines et nos esprits nourris de découvertes perpétuelles. Le chemin du bonheur ne doit pas être bien loin. Beau. Magnifique ici. La vie nomade nous offre ce qu'elle a de meilleur. Nous dévions légèrement notre itinéraire pour emprunter une piste chargée d'histoire et de fantasmes, la Estrada Real, la route royale. C'était la route qui permettait à l'or qu'il y a dans les mines de la région d'être exporté vers le Portugal. Cette route-là mène jusqu'à la côte et ensuite l'or était embarqué sur des bateaux et il traversait l'Atlantique. On l'appelle la route royale parce que c'est le roi du Portugal qui avait imposé à ce que tout l'or transite par cette voie pour pouvoir la taxer et pour pas qu'il y ait un seul gramme d'or qui lui échappe. Et pour cause, la couronne portugaise prélevait 1/5 de l'or extrait du pays. C'est dire si cette route était stratégique. L'effervescence du XVIIIe siècle a aujourd'hui disparu. La route royale n'est plus qu'un chemin de terre balayé par les vents. Même ces hameaux sont plongés dans le silence, accablés par la chaleur. Seule une oreille attentive perçoit les complaintes des dizaines de milliers d'esclaves arrachés de leurs terres africaines pour tracer cette route destinée à enrichir l'Europe des Lumières. Le soir venu, il faut s'accouder au seul bar du village et négocier une place chez l'habitant. On en bave pas mal parce que c'est que de la piste à faire comme ça sous un soleil de plomb. On mord la poussière là, on mord la poussière. Où allez-vous? Ben, je rentre chez moi. Un peu plus bas, il y a de l'eau, mais vous ne trouverez rien à manger avant Diamantina. Ah bon? Si vous voulez faire demi-tour, vous pouvez venir manger un petit quelque chose chez moi. Oui, il y a des maisons là-bas. Oui, vous avez passé un hameau avec des maisons. Vous avez vu, non? Eh bien, ce ne sont que des gens de ma famille. C'est chez moi, quoi. Ok. Bon, bonne route à vous. Ciao. Dommage, je ne comprends pas son invitation. Il nous aurait pourtant été bien utile de reprendre des forces. Ouf, j'ai obligé de pousser. Allez,
Voilà, soit c'est ça, l'atoll ondulé, soit ça grimpe, ça grimpe. Je peux plus. Ça c'est la route royale. On vient de voir un coucher de soleil là, c'est spectaculaire. C'est pas très bon signe pour nous parce que ça veut dire que d'ici une demi-heure, il fait nuit noire. Donc on a intérêt à approcher un village. Sinon, ça va pas être la joie. Mais la joie se trouve tout juste au bout du chemin. Diamantina. Jamais une ville n'a aussi bien porté son nom à mes yeux. Diamantina est un joyau, une oasis au cœur d'une région aride et rocheuse. 3, 4. Son architecture exceptionnelle reflète l'audace des colons des siècles passés qui ont voulu reproduire le raffinement du vieux continent dans un milieu pourtant inhospitalier. D'inspiration baroque, elle n'a rien perdu de sa splendeur. Après tous nos efforts, elle est une récompense inestimable. Que papo é esse que vai faltar? Bota a coluna para chacoalhar. Teu reumatismo, vó, já vai passar. Au bord de la route, des eucalyptus à perte de vue. Et à bord des camions qui nous frôlent, de l'eucalyptus encore, mais transformé en charbon. Certains dénoncent l'assèchement des nappes phréatiques par les plantations de cet arbre à la rentabilité alléchante. D'autres, au contraire, le considèrent comme un combustible écologique pour l'industrie sidérurgique. Ça remplace le charbon minéral qui, lui, a un bilan carbone négatif. Tandis que là, quand l'arbre il pousse, il dégage de l'oxygène, il mange du carbone. Et quand on le brûle, bah, du coup, le bilan est neutre. Ça va la patate? Horrible cette journée. Horrible, il y a 4 voies de camion là. Depuis ce matin quasiment. Voilà Belo Horizonte. Mais à l'horizon, rien de très beau. Des rocades, des autoroutes, des échangeurs. La ville s'est développée de manière anarchique. Résultat, bon nombre de quartiers se retrouvent en terrasse, plongeant sur des voies rapides ou des sorties de tunnels. C'est au beau milieu de cette jungle urbaine que nous retrouvons Thiago. Il nous réquisitionne pour l'un de ses multiples chantiers. Depuis 4 ans, il se consacre à un projet un peu fou, mettre tous ses voisins au vert. Aujourd'hui, nous nous activons autour de ce qui sera bientôt un potager familial bio en plein centre-ville. On dit que l'on veut changer le monde, mais il faut d'abord commencer en bas de chez soi. L'allure étonnante de ce jeune homme cache un dévouement et une ténacité hors du commun. À 2 pas d'ici, Thiago nous amène à l'ancien repère de drogués qu'il a transformé en un espace consacré à l'agroécologie. Il a réussi à fédérer l'énergie de son voisinage pour en faire un lieu d'échange et de solidarité. Ici, c'était un endroit complètement abandonné. Hein. Et peu à peu, il a essayé de planter, de nettoyer. Ce sont des semences que tu vas pouvoir planter à Paris, en France, pour faire ton jardin. Merci. Là, ce sont des tomates, de la roquette, de la moutarde. Avant, c'était bien plus sale. Ça ressemblait à une scène de crime.
où l'on consommait de la drogue. Ça rendait vraiment les choses difficiles. Parce qu'ici, c'est un accès au quartier. Donc l'entrée était comme coupée. Il fallait faire un grand détour par le haut. Par conséquent, c'était vraiment important de récupérer ce lieu pour la communauté. Tu vois, ce sont des pruneaux, des goyaves, des pitangas. Elles ont déjà commencé à donner des fruits. Ici, la police a coupé les bananiers. Ils étaient très grands. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les gens viendraient ici se cacher pour se droguer. Il y a de nombreux espaces en ville comme celui-ci qui sont vides et qui pourraient être occupés par des potagers de fruits et légumes. Ici, les gens ont réalisé que l'on pouvait produire de la nourriture sur ce terrain. Les produits que nous achetons exigent toujours plus d'engrais chimiques et de transport. Donc, plus les aliments sont produits en ville, mieux c'est. En plus, ça contribue au drainage de la ville quand il pleut, ça améliore la qualité de l'alimentation, ça assure la sécurité alimentaire et une médication alternative. Tout le monde peut faire ça, c'est très simple. Cela a toujours été ainsi. Il faut savoir planter pour manger. Le potager de Thiago a peut-être l'air anarchique, mais les plantes sont disposées de manière à pouvoir s'entraider à pousser. Cela fait écho aux initiatives que j'ai explorées à pied à Madagascar. Toutes démontrent la même évidence. La nature est pleine de ressources. Bon, c'est cool, on est dans les super montagnes qui sont autour de Ouro Preto. Et ça fait plus de 3500 km qu'on roule. C'est de plus en plus escarpé comme relief. La fatigue s'accumule pas mal, mais c'est cool. La ville d'Ouro Preto est fondée il y a 3 siècles par les chercheurs d'or et les commerçants venus par milliers en quête d'aventure et de fortune. En quelques dizaines d'années, elle compte plus d'habitants que Rio de Janeiro et New York réunis. Comme dans les autres villes minières de la région, São Juan del Rei et Tiradentes, on peut admirer les premières églises catholiques. À l'époque, les hauts membres du clergé ne sont pas nommés par le Vatican, mais par le Portugal. Les prêtres représentent avant tout le pouvoir royal et n'hésitent pas à se marier et à élever leurs enfants. On se croirait un petit peu en Suisse, alors je sais pas si on s'est trompé ou pas, mais c'est fabuleux. Et nos petits vélos au milieu de tout ça. Alors il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, donc faut se faire un peu respecter, c'est pas facile. Vous allez où? Nous allons à Rio de Janeiro. À Rio? À bicyclette? Oh mon Dieu! C'est loin? Vous êtes fous? Loco? C'est très loin! Tout ça, c'est dangereux. Rio de Janeiro. Et Rio, c'est mieux qu'ici? Ah oui! Et pourquoi? La plage, les jolies femmes. Et qu'est-ce que tu fais là? Je vais bosser. Quoi? Je vais travailler. Et dans quoi? À l'usine. Une usine de quoi? 2. Je peux venir voir? Alors je vais suivre, je vais voir un petit peu ce que c'est. J'ai pas compris si c'était des œufs.
Je peux voir les œufs? Ah d'accord, c'est que les emballages ici. Voilà. Ça part dans un grand poulailler et là-bas, il y a des poules. Mais pourquoi vous ne faites pas les œufs vous-même? Mais je suis pas une poule, moi. Je fais pas d'œufs. Seules les poules font des œufs. Ah, il n'y a pas de poules ici? Non, il n'y a pas de poules ici. Et pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de poules, mon frère? Plus de frein. Ah, moi non plus. Tiens, voilà Cécile. Alors Cécile, elle a plus de frein, donc elle est obligée de descendre du vélo dans les côtes parce que c'est très très raide et puis aussi dans les descentes. Je marche à pied, ce que je fais. Ouais, qu'est-ce qu'on voit au fond? On voit la mer. Waouh. La mer, la mer, la mer, telle qu'on l'imagine depuis toujours, avec les montagnes qui se jettent dedans. Ça y est, ça veut dire qu'on a traversé le pays. Et c'est une belle récompense. On est parti de la forêt bien verte et on arrive à l'océan tout bleu. C'est une belle, 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 belle récompense. Dernier jour de vélo aujourd'hui. Dernier jour de vélo. Ça fait quoi? Ah, c'est fort de se dire qu'on est aux portes de Rio et que on a derrière nous laissé l'Amazonie, le Mato Grosso, les champs, les montagnes. On va arriver dans cette ville qui fait rêver, Rio de Janeiro. C'est un beau cadeau d'anniversaire? Ouais, mon anniversaire. Après 4500 km sur les routes brésiliennes, nous nous engouffrons dans notre premier embouteillage. Sans aucun doute, nous approchons de Rio, cette mégalopole de tous les extrêmes, envoûtante et violente, sauvage et surpeuplée. Avant d'atteindre le pain de sucre, nous faisons halte à la Rocinha, la plus grande favela de la ville. C'est là que s'entassent 200 000 personnes à flanc de montagne. Qui n'est pas né ici ne s'y aventure pas seul. Nous rejoignons un ami, Rogério, qui nous en ouvre les portes. Rogério, c'est lui. Il est un peu la star du quartier car il est un des rares à porter sur les épaules une initiative collective. Voici quelques années, il a fondé un institut dédié à l'éducation. Ici, personne n'apprécie les caméras, encore moins les jeunes armés de Kalachnikov qui protègent les barons de la drogue. Rogério connaît les lieux comme sa poche. Il nous dit quand allumer et surtout quand éteindre notre caméra. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares quoi? Tu fais du sport? Et tu en fais combien de fois par semaine?
5 fois? Oula, t'es motivé. Ils font un film sur le travail de l'Institut, sur les fleurs qu'on plante. Et d'ailleurs, ils trouvent qu'on parle beaucoup dans le quartier. Si tous les voisins s'associent, chacun pourra mettre un peu de sa personnalité et de son identité dans le projet. Si Rogero parle jardinage à sa voisine, ce n'est pas que par politesse. Il a fait des plantes un outil pédagogique pour lutter contre un des fléaux majeurs de la favela, la violence domestique. Au Brésil, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari. Nous avons décidé de créer un jardin dans la ruelle de l'Institut. Nous faisons pousser des orchidées sur les murs de tout le voisinage. Nous invitons des jeunes garçons à se joindre à l'équipe, à devenir responsables de ce jardin vertical. Prendre soin d'une plante, c'est-à-dire d'un être vivant, avec tendresse, leur permet de partager une activité avec les filles de leur âge. C'est ce qu'il faut pour connaître davantage les aspirations du sexe opposé. Et si plus tard ils deviennent l'ami ou l'amoureux d'une fille, ils en sauront déjà un peu plus sur son univers et pourront mieux la comprendre et l'aimer. D'après mon expérience personnelle, je sais qu'avec les activités de mon institut, en promouvant le travail volontaire et communautaire, on peut vraiment changer les choses. Oui, les choses peuvent changer. Et Rogero est persuadé que ce qui sauvera la favela de la violence et de la misère, c'est le pragmatisme et l'inventivité de ses habitants. 80% du commerce de la Rocinha est illégal et à peine 30% des habitants reçoivent du courrier. On compte environ une centaine de cybercafés à l'intérieur de la favela. En général, ça part d'un habitant qui achète un accès Internet et puis tu vois les câbles là-haut. Eh bien, il partage l'abonnement avec les autres, comme ça il gagne un peu d'argent. Je suis pas sûr que ceux qui verront le film aimeront la Rocinha. Et laisse passer. Moi, j'habite ici depuis 29 ans. Mes parents, comme beaucoup d'autres nordestins, sont venus ici dans les années 60-70 pour travailler. Ils ont fui la sécheresse du Nord-Est. J'adore ici, ça me plaît énormément. Même si un jour j'ai plus de moyens financiers, je ne me vois pas partir d'ici et vivre en dehors de la Rocinha. On voit pas encore le pain de sucre, hein. Donc on n'y est pas tout à fait. Copacabana, c'est par où? Par là, toujours tout droit. À 10 km. Vous parlez portugais? Ah, super. Enchanté. Moi, c'est Felipe. Mais vous venez d'où, là? De Porto Velho. Du Rondônia? Et c'est loin. C'est la première fois que vous venez à Rio? Oui. Et vous arrivez là, maintenant? Oui, tout juste. Il fait 24 degrés, on est au mois d'octobre. Tous les Brésiliens trouvent qu'il fait super froid. Et nous voilà là aux portes de Rio. C'est magnifique. Donner les derniers coups de pédale dans la baie de Rio de Janeiro, c'est signer la fin d'une aventure inouïe. Nous sommes comblés d'atteindre cette ville dont on prononce le nom quotidiennement depuis 3 mois. Derrière nous sur la route, nous laissons des pépites audacieuses, petites graines d'avenir pour un grand pays en pleine évolution. Espérons qu'elles rayonnent et enrichissent les débats qui feront demain du Brésil un exemple pour notre planète. Je ne sais pas si elles changeront le monde, mais je sais qu'elles nous ont changé, ne serait-ce que par leur foi en l'homme et en sa capacité de décider de son avenir. Se faz cantoria. Olha, tem Lelê de Dona Tetê,
maracá de boi bumbá. Quem quiser pode vir, pode entrar. Se tu queres vir, vem, vem. Se tu queres vir, meu bem. Se tu queres vir, vem, vem. Mas se tu queres vir, vem, vem. Se tu queres vir, meu bem. Se tu queres vir, vem, vem. Amor, que hoje tem fogueira, tem chachado e tem baião. Hoje tem folia na festa de São João. Hoje tem fogueira, tem chachado e tem baião. Hoje tem folia na festa de São João. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come.